Sans le savoir, mais basculer vers l'agroforesterie. Et jusqu'au jour où, il y a quelques années, grâce à François Dessausse qui est par là, j'ai pu faire la rencontre d'Alain Canet, ici présent. Les éléments de base du système agroforestier. Donc c'est ce dont on va parler, les vieux arbres, etc. Et la biodiversité, la résistance aux maladies. Donc on a un petit exemple qui est intéressant. On avait des buis, même si le parc est à l'anglaise, on avait des buis à la française, bien taillés, etc. Ils ont tous péri de la pyrale. Par contre, tous les buis non taillés que vous pourrez voir en vous baladant dans le parc ont résisté sans problème. Même limite, il n'y avait pas d'attaque. Donc c'est très intéressant de voir qu'un arbre, au milieu d'un environnement diversifié et résistant, et une allée de buis, ils ont tous péri. En France et en Europe, un petit peu particulièrement sur la viticulture, un sujet qui nous intéresse beaucoup, qui est un petit peu complexe, dans l'approche, dans la diversité des viticulteurs, des vignerons et des viticultures. Les viticulteurs qui ont fondé ces structures avaient des problèmes à résoudre. Il y avait des questions de paysage, mais il y avait aussi et surtout des questions de biodiversité, d'eau, d'érosion, de sol, de microclimat, etc., etc. Donc, depuis cette époque-là, on essaie modestement d'accompagner. Donc c'est un réseau qui est important, c'est un réseau qui est relativement important, parce qu'aujourd'hui c'est 22 000 fermes, parce que les plantes ont coévolué avec les oiseaux. Ils chantent l'oiseau, c'est une vigne qui se porte bien. C'est incroyable. Encore faut-il qu'elle chante l'oiseau. Une vigne dans son environnement est de moins en moins malade. Une vigne qui est connectée à son environnement a une pression moindre. Donc ce qu'on cherche ensemble, on n'a pas tout trouvé. Par contre, on étaye, on mesure. Ce qu'on cherche, c'est comment on va réduire la pression, réduire les interventions. Il y a des régions, la moyenne nationale, c'est 72 interventions par an. Toute intervention confondue. On passe 72 fois dans les vignes. Quelle que soit la viticulture que l'on pratique, on passe 72 fois. Donc, c'est des interventions qui sont lourdes de conséquences, qui sont lourdes de coûts, qui sont lourdes d'intrants, de pétrole aujourd'hui, d'engrais, etc., dont on voit l'augmentation des prix. Donc on regarde ça, de remettre de la biodiversité, de remettre du carbone. Le carbone, c'est de la photosynthèse, c'est peut-être pour ça qu'on est dans le parc aujourd'hui, de remettre le cycle de l'eau en place, de créer des microclimats, parce qu'on peut avoir une forêt ici et une vigne à 300 mètres, le microclimat de la forêt là n'impacte en rien sur la vigne qui est à 300 mètres. Donc de travailler l'eau, le sol, le climat, la biodiversité, le paysage et la productivité, puisque nos unités mesurent depuis 5 ans. On prend un risque, de culture confondue, mais en viticulture, on prend un risque de perte de 30 à 40% par an. C'est prouvé, on s'en doutait, mais les arbres nous mettent de bonne humeur. De les toucher, ça nous enlève un peu de... Les vignes, les salades, les choux, le blé n'échappent pas à cette chose-là. Dans la définition de la vigne, on aime rappeler que la vigne est une liane qui a coévolué avec les arbres. C'est-à-dire qu'elle met une brigue sur le nombre d'heures, elle tourne tout le temps. Tous les ans, elle tourne de quelques degrés pour toujours choper une branche. Toujours. Bon. Alors, des fois, elle attrape le fil, etc. Mais en résumé, quand on boit un canon, on sauve un vigneron. Quand on boit 2 canons sur sol vivant, on sauve aussi les écosystèmes terrestres. Ces pièces agronomiques, et puis chacun construit. Si on pousse le curseur un peu loin, sur certaines parcelles en tout cas, on laisse pousser, tu en parlerais mieux que moi, on laisse pousser beaucoup d'arbres. Mais ce qui est important de dire, c'est que moi j'ai fait un peu le tour du monde des systèmes agroforestiers, qui plus est en vigne. Il y a des zones où au Costa Rica, on vendange de la forêt. Est-ce qu'on fera ça ici? Je ne sais pas. Il y a des normes, il y a des règles, il y a des gens, il y a des machines, il y a des cahiers des charges. Mais on aime à dire que sur certaines parcelles, on pousse les curseurs à fond parce que ce modèle agronomique de beaucoup de plantes, ça fait beaucoup de biodiversité, ça fait beaucoup d'eau. Mais la règle, elle est évidente, hein, c'est qu'à un moment donné, on va réguler les arbres. On va réguler les arbres parce que le blé, l'herbe ou la vigne, même combat.
si vous laissez l'arbre prendre le dessus, il va tout dominer. Il y a un livre, je vous montrerai, sur les arbres têtards, il y a un livre sur les arbres qui s'appelle Les arbres entre visibles et invisibles, qui dit partout où elle peut, la terre appelle des arbres, un petit peu moins vite. Donc ce métier que l'on fait, que ce soit dans les parcs, que ce soit dans les jardins, que ce soit en maraîchage, que ce soit en viticulture, en grande culture, ou même en culture spécialisée, c'est de mettre la bonne dose d'arbres. Et je reviens à mon histoire de viticulture. Il est bien évident qu'on va tailler sévèrement les arbres. Surtout si on en met beaucoup. On en met beaucoup pour recréer les sols, pour les redynamiser, pour les protéger, pour faire des effets parasols, paratonnerres, paravent, parapluie, quand la pluie ne soit pas trop abondante, et parasols, pour que la vigne ait sa quantité lunaire. Les vignes qui commencent à s'accrocher dans les frênes, elles ont des grappes régulières et abondantes. Parce qu'elles sont protégées, elles sont dans leur milieu. On n'ira pas chercher les grappes à 8 mètres de haut. Donc on va rabaisser l'arbre, rabaisser la vigne. Donc plus de boulot de gestion fine. Moi je le vois comme un modèle. C'est pas en soi, je le vois comme un modèle technique sur lequel on tirera des enseignements. Moi il y a 15 ans, j'ai vu une vigne dans un arbre, j'étais pas malade, alors que les autres c'était tout un arbre à côté. Donc c'est ça qui nous inspire. Importante de retour du fruit aussi, parce que quand il y a quelques blocages, pour ne pas dire conflits, on voit aussi qu'il y a des dérèglements qui se mettent en place. Donc, améliorer la productivité de l'herbe, de la vigne, hein, c'est pas mettre des arbres et dire je ferai moins de raisins, c'est mettre des arbres pour éviter tous les à-coups, toutes les difficultés, pour avoir au moins autant de raisins que les objectifs qu'on s'est fixés, pour ne pas rentrer dans le débat de combien on produit, voire l'améliorer un petit peu. Et surtout, réduire les intrants, réduire les passages, réduire les énergies. Je l'ai un petit peu dit, oui merci, le carbone détermine la quantité d'eau. Le carbone détermine la quantité d'azote, de phosphore. Le carbone détermine la qualité, la quantité de cette biodiversité. Donc c'est aussi une forme d'agriculture. Donc sur les 22 000 fermes que l'on paramètre, on vérifie que toutes vont bien. Alors certains ont démarré il y a 30 ans, d'autres ont démarré il y a 30 jours, il faut relativiser. Mais toutes vont bien. Toutes ont des résultats économiques supérieurs aux autres, à conditions équivalentes dans des régions équivalentes, parce que ça coûte moins cher. Les résultats, les rendements sont les mêmes, voire un petit peu supérieurs, mais c'est surtout les coûts de production. Et à chaque fois qu'on met du carbone au sol, il produit de l'azote. Et notamment par le travail des champignons et des vers de terre qui le remettent dans la boue. Les arbres poussent avec des vers de terre. Dans mon unité de départ, qui est le département du Gers, il y a beaucoup de relief, donc beaucoup d'érosion. C'est aussi pour ça qu'on a mis tout ça en œuvre, parce qu'on fait des céréales à grande échelle, sauf que des céréales à grande échelle dans des coteaux qui se suivent les uns les autres sur des centaines et des centaines d'hectares. Au moindre orage, l'érosion c'est aussi un sujet que vous connaissez, même quand il ne pleut pas beaucoup, quand il pleut 80 mm sur des sols nus, où qu'on soit, l'eau sort de la parcelle, même quand il n'y a pas beaucoup de pente. Donc, on est tous confrontés à ces histoires d'érosion, et ces histoires d'érosion sont dramatiques parce que c'est la fertilité, parce que c'est la productivité, parce que c'est l'emploi, parce que c'est la qualité des paysages. Donc on est un petit peu un point charnière, un point d'alerte, un point charnière où de replanter des arbres. Le plaidoyer que l'on fait, c'est l'arbre hors la forêt. Il ne faut pas opposer les arbres de la forêt et les arbres hors la forêt, mais l'arbre hors forêt, pour toutes ces raisons. La première formation, c'est la haie. J'ai nommé tout à l'heure dans le bocage, c'est la haie. La haie, pour se chauffer, ça rapporte. Donc les énergies montant, l'énergie première gratuite de la photosynthèse qui est le bois, retrouve un petit peu ses lettres de noblesse. Le sujet, c'est de dire mettez les arbres qui vous conviennent, au service. Alors ça passe par la pédagogie, ça passe par les journées techniques, ça passe par la formation, ça passe aussi, c'est peut-être pour ça qu'on est là aujourd'hui, mais ça, moi je ne sais pas trop pourquoi on est là, sûrement, mais moi je ne sais pas trop, mais pourquoi on est là aujourd'hui, parce que je le disais en blaguant, mais c'est pas une blague, en buvant les bons coups de l'agroforesterie, on fait un geste fort pour la planète. Moi j'en ai un peu marre du côté punitif, mange pas ci, mange pas ça, fais pas ça, il n'y en aura pas assez pour tout le monde. S'il y a autant de raisins, qu'il y a des abricots, des pêches, des grenades et des moutons qui passent dans les vignes, de temps en temps on peut faire un méchoui. C'est toujours la même surface, mais il y a des moutons, des fruits, du bois et du bon raisin. C'est ça le sujet, hein, de prendre cette photosynthèse, c'est vraiment ça. Et ça veut dire que de notre point de vue, puisqu'on m'a donné une petite
mission nationale à nouveau, partie prenante de ce genre de mécanisme. Ce qui nous intéresse, c'est de dire que c'est un sujet de société au final. Quand on arrivera à continuer à développer les réseaux, donc bien, il y a des précurseurs dans la salle, mais quand on arrivera à développer les réseaux, de faire reconnaître la valeur de ces produits, ils seront bio, ils ne seront pas bio, mais ils auront au moins la valeur du sol, ce qui est énorme. Moi, j'ai produit, j'insiste, quelque chose qui améliore le sol, et qui, parce que quand j'ouvre la radio, on dit oh, la biodiversité s'effondre. Mais si j'ai des papillons, des libellules, des oiseaux, des abeilles, des vers de terre, des microbes, des champignons, des organismes dans ma vie, j'ai besoin de protéger la biodiversité. Parce qu'en produisant, j'ai la biodiversité. Moi, on peut protéger la biodiversité. Il y a plein de courants qui disent qu'il faut protéger la biodiversité. Il faut protéger, ça se produit. Ça se produit ou ça se détruit. Mais si on stocke le carbone sur l'agricole, on en a vraiment besoin. Le carbone, c'est deux problèmes. Mais sur l'agricole, on en a tous besoin. Moi, je connais 4-5% des sols agricoles qui n'ont pas besoin d'être recapitalisés en carbone, qui n'ont pas besoin de matière organique parce qu'ils sont riches. Mais j'en connais que 4-5%. C'est-à-dire qu'il y en a 95% qui en ont cruellement besoin aujourd'hui. On est tombé à 1,3. Et un sol qui n'est pas riche, ben c'est un sol qui est battant, c'est un sol qui est compacté, c'est un sol qui est fragile, c'est un sol qui ne fait pas éponge. Quand il pleut, j'insiste, au moindre orage, le sol s'en va. Au départ, ça s'appelle l'érosion, plus tard, c'est l'inondation. Dans les zones urbanisées, bétonnées et goudronnées, c'est autre chose. Mais en agriculture, il faut qu'on assume notre rôle. Il faut arrêter l'érosion. Il faut arrêter l'érosion, surtout quand on n'est plus qu'à 400 et quelques millimètres de pluie. Quand il pleut, si à 400 mm on en perd 150 en érosion, c'est quelque chose qui crée une difficulté pour les plantes qui se cumulent, puisque ce sont des phénomènes totalement exponentiels. Donc c'est important ça de bien se poser là-dessus et de se donner les moyens. C'est pour ça que moi je me suis entouré, parce que c'est moi qui nous ai forcés à venir sur la vigne, enfin Marceau Bourdarière qui y était déjà. Et moi je leur ai dit, viens nous aider sur la vigne parce que seul on ne va pas y arriver. C'est un sujet complexe et une vigne. Il y a des recherches à ce niveau-là sur justement l'impact de la biodiversité au niveau d'un sol enherbé sur les maladies, y compris le milieu. C'est Marceau qui dit ça. Ouais, aussi. Et moi je voudrais juste répondre que oui, on a touché le fond sur les rendements, ne sachant pas où on allait. C'est du coup, ça peut que remonter. C'est un peu Alain qui disait qu'est-ce que tu dis, c'est problème au carré. Si on fait les choses à moitié, c'est problème au carré. La formule, c'est demi-décision égale bordel au carré. Non, mais parce que c'est de l'agronomie pure. Hein. On voulait le faire sans trop savoir le faire. Tous ceux qui font moitié, ils se plantent. Du coup, maintenant, on le fait avec joie, avec plaisir. C'est quand même beaucoup plus sympa de faire pousser des arbres que d'aller traiter la vie. Donc, on traite quasiment plus. On a déjà des parcelles où on est à zéro traitement. Et voilà. Et l'objectif, c'est à moyen terme, c'est plus du tout. Mais comme on a touché le fond, là, on recrée de la fertilité avec joie. De leçons, on ne peut pas donner. Moi, je donne pas de conseils. On met juste ensemble. Ce qu'on trouve ici, on va le fournir à l'autre, on va en faire encore plein de conneries. Moi, ce que je peux vous dire, puisque dans l'unité de la Belle Vigne, on a un système de dialogue permanent avec les vignerons. C'est-à-dire qu'on a des techniciens qui sont connectés aux vignerons, qui font remonter de l'information sur ces pratiques. Des choses qui marchent et des choses qui ne marchent pas. Le but, c'est qu'elles marchent et qu'on prenne. On n'a plus, comme vous le dites, on n'a plus le droit de prendre des risques. Ne vous inquiétez pas, en Bourgogne, il n'y en a pas tant que ça qui peuvent prendre des risques. Donc, si on la relie un peu moins, elle continue à construire. C'est les feuilles qui construisent les racines, on dit que c'est les racines. C'est les feuilles qui construisent les racines. De l'activité biologique, ça veut dire une capacité des racines à multiplier par 100 ou 1000 les capacités d'absorption d'eau, de résistance, de stress, d'information dans son environnement. Donc, des couverts végétaux, de l'activité biologique, de la taille douce, pour faire simple, un environnement retrouvé. Ces vignes-là ont des sèves élaborées, une résistance qui est plus importante à la sécheresse, au gel et aux brûlures. Juste qu'en routine, on mesure aujourd'hui, depuis quelques années, ces facteurs-là croisés systématiquement. Et c'est ça qui nous intéresse à partager avec vous, à mettre en perspective, à mettre en discussion. Et contre les maladies annuelles, ignore par exemple, vous avez constaté aussi une baisse? Oui, une pression qui est bien moindre, une pression qui est... Moi, je n'ai pas dit qu'il ne fallait pas traiter, je suggère qu'il faut essayer de... Moi, je n'ai pas dit qu'il fallait perdre une récolte en regardant passer le train, parce qu'on ne peut pas se le permettre.
travaille beaucoup sur un sujet qui est complexe mais qui est hyper intéressant, qui est l'oxydoréduction, le redox. Puisque tout est conductivité, tout est électricité, etc. Et on voit où sont les vignes, les plantes en général et les vignes en particulier, comment elles sont oxydées par la température, par l'environnement dans lequel elles sont, par les substances qu'on leur balance sur la gueule en permanence. Et moins on les oxyde, mieux elles se forment. Donc c'est tous ces facteurs qu'on cherche à regarder. Et ce qui est génial, c'est que les paysans et les vignerons en particulier sont géniaux, parce que chaque fois qu'ils prennent un sujet à fond, ils le travaillent, puis ils sortent des trucs assez invraisemblables. On est toujours en train de tailler l'arbre, ajuster, redonner, poser au sol. C'est ça. Surtout pas. Enfin, moi, les premiers projets que j'ai faits il y a 20 ans, j'ai écarté. On est beaucoup trop loin, on perd de la place, on perd du temps. Ceux qui te disent, ouais, mais il faut planter un arbre à 3 mètres de la vigne, ben non, parce qu'une vigne, un frêne comme ça, on est capable de faire monter une vigne dedans, au pied. Donc, ceux qui te disent, à 3 mètres, la vigne, elle va être concurrencée par l'arbre, c'est qu'ils ont bousillé les champs mycorhiziens et que deux sont en opposition. De l'importance de faire de l'agroforesterie dans un process de sol couvert avec des vignes qui sont taillées correctement. La recherche nous dit qu'il ne faut pas planter la vigne à moins de 3 mètres des arbres, parce que les sols sont flingués. Donc il n'y a pas de coopération, il n'y a pas de symbiose. Et ça, c'est un problème. Comment on accompagne alors l'arbre et la vigne. Oui, c'est ça. On est médecins du sol, et là, on est sur des vignes dans le Gard. On ne va pas planter des arbres pendant 2 ans, on va leur faire des couverts. On ne va pas planter d'arbres parce qu'on prend trop de risques à planter des arbres. Donc, on ne va pas planter. Même les pionniers, même les trucs que vous voulez, nous, en tout cas, on ne peut pas, c'est pas qu'on n'assume pas, mais on leur a demandé de ne pas planter des arbres. Que l'herbe concurrence la vigne. Ce matin, on est allé voir une vigne sans amendement, sans engrais, sans irrigation, sans désherbant depuis des lustres. Quand on voit la vigne collée à l'arbre, qui est plus haute que moi, et comme elle est resplendissante, ben, malheureusement, il n'y a pas. Sur cette parcelle-là, on est en régénération naturelle, donc on laisse tous les arbres pousser. Donc il n'y a pas encore. Il y a peut-être 500 frênes, il y en a des grands, mais il y en a des petits. On n'est pas encore toute la vigne comme ça. Et quand il y a des grands arbres plus haut que moi, elle est resplendissante. Donc ça interpelle. Donc la biodiversité, il faut qu'elle circule. Si elle ne fait que le tour, ça ne marche pas. Donc, je ne dis pas que c'est systématique, ça dit que si une parcelle est trop étroite, etc. Mais globalement, sur une parcelle un peu homogène, on va regarder le centre. Dire peut-être sur le rang du centre, alors on l'enlève, on peut planter la haie. Là, on a des haies qui poussent spontanément sur les rangs. Et moi, je suis hyper favorable, on le disait ici dans le parc, d'acculturer la vigne et les plantes. Donc, ça veut dire qu'on aura un rang sur lequel on va faire pousser une haie. Alors, c'est un rang qui ne ressemblera pas à un rang de vigne, sauf qu'il va produire du raisin pendant 15 ans. On le mécanisera peut-être pas, mais c'est le rang des copains. Celui qu'on mange le samedi matin, des champignons en daube. Vous voyez, ça, c'est mais l'idée du centre, elle est hyper importante. Et puis, on va regarder où est-ce qu'il y a un point d'eau. On va regarder où est le milieu le plus riche et dire, ben là, tu vois ton chemin qui va jusqu'au parc, on va remettre une haie aussi, parce qu'il y a plein de petits éléments. L'idée, c'est que moi, je suis ici au centre de ma parcelle, et moi, ma politique, c'est de dire, si ma chaussure, c'est 1 mètre carré, c'est 1 mètre carré de sol, il faut que chaque mètre carré de sol, il voit passer des oiseaux, des chauves-souris, des papillons, des libellules et des champignons. Chaque mètre carré de sol, c'est pas juste mettre une haie en bas pour arrêter l'érosion, donc ça veut dire de la couverture végétale, des vignes qui sont allongées. Chaque mètre carré, notre boulot, nous, d'un point de vue agronomique, c'est d'entretenir la vie sur chaque mètre carré. Et comme il y en a quand même 10 000 par hectare, c'est ça. Et puis après, on va voir devant, là, on est au bord de la route, donc on peut rien planter, mais par contre, en bout de chaque rang, on peut planter ce qu'on appelle des mini-trognes, c'est-à-dire des arbres qu'on va tailler à 80 cm de haut, qui vont rentrer dans le palissage, qu'on peut mécaniser, mais en mettant un arbre en bout de rang comme ça, il va permettre de nidifier un oiseau, et surtout, ici, je vais développer un champ mycorhizien qui va injecter sur 40 mètres dans tous les sens. Vous voyez ? Et puis là, je suis au milieu de la parcelle, donc j'ai
17 rangs là, et puis ici, ben, je vois bien que là, l'ombre, hein, je vois bien que si je mets une rangée d'arbres ici, j'ai l'ombre comme ça, et je vais protéger le cœur de ma parcelle. Donc ici, c'est pareil, j'enlève le rang. Moi, je suis plutôt pour planter sur les rangs, mais il n'y a pas de règle. Chacun fait le projet qui lui convient. En plantant un arbre à tous les piquets, je vais créer un micro-climat complémentaire favorable. Bon, ça tombe bien, je traite des faces, donc bientôt je traite moins, mais je traite des faces, donc ce rang, il n'est pas enjambé. Il n'est pas non plus vendangé à mécanique. Et puis, sur le rang intermédiaire, qui est le rang 8, ici, je vais remettre ces mini-trognes dans le palissage. Sur 100 mètres, je vais en remettre une dizaine. Et comme ça, je vais connecter, croiser, permettre. Et puis, quand dans 10 ans, il fera très chaud, le rang 8, ici, où mes érables de Montpellier, ils ont été taillés à 80 cm, dans 10 ans, ben, je laisse monter un brin et je le taille à 2,50 m parce que je fais un parasol complémentaire. Globalement, vous allez avoir 50, 60 arbres à l'hectare, plus 100, 150, 200 mètres de haies, plus des arbres intermédiaires, et puis certains, comme ici, vont pousser tout seuls. Je vous donne un truc qu'il faut oublier, mais globalement, pour caractériser une parcelle d'1 hectare exposée, enfin, vous avez remarqué, hein, vous êtes comme moi, vous ne vieillissez pas. Mais par contre, les soleils de l'ouest, à partir de 17 h, ils nous défoncent la tronche. Hein, pour parler vrai. Hein. Et c'est vraiment ceux-là qu'on va travailler, parce que c'est ceux-là qui font la bascule. Quoi. Ouais, alors, justement, cette histoire, est-ce que les sols sont nus, fragilisés et érodés, ou est-ce que les sols sont protégés, couverts et enrichis? Et c'est là que ça va jouer. Mais de la vigne qui monte dans les chênes, il y en a aussi. Hein. Là, vous avez un chêne qui pousse dans la vigne. Vous n'avez pas un chêne centenaire qui est au bord de la vigne, ce qui n'est pas la même chose. Vous allez le maintenir à 2 mètres pendant 50 ans. C'est pas le même. Et celui-là, il pose 20 fois moins de problèmes. Et le chêne, il est un peu l'ambassadeur de la plupart des écosystèmes. Il est un peu le chef d'orchestre, donc qu'il y en ait de temps en temps, c'est important. Il n'est pas compatible, mais on arrive à le connecter, et qu'il y en ait, c'est super important, parce qu'il donne le là, il donne le ton, il injecte un microbiote un peu particulier, puis chaque fois qu'on taille le chêne, on balance ce carbone au sol, ça reste une plante intéressante. Il ne faut pas le contempler pendant 20 ans. On résout l'amendement, on résout on résout la fertilité, on résout, attendez, je l'ai écrit, on résout le carbone et on résout la biodiversité. Et on résout le paysage. Donc c'est pas mal quand même. On essaye d'avoir des vins vivants. Une par personne. Est-ce que t'en as déjà eu?